Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette autre livraison de votre émission Angle 3. Angle 3, c'est l'émission de vulgarisation du droit sur Convergence Télévision, la voix de l'Afrique en Amérique. Aujourd'hui, nous parlerons des régimes matrimoniaux et de leur implication en matière d'immigration. Pour ce faire, nous serons en direct avec notre consultante en droit, Maître Sophie Tiemani, avocate, diplômée en droit international. Elle nous répondra en duplex depuis Douala au Cameroun. Maître Sophie Tiemani, bonjour. Bonjour Joseph, bonjour à vos milliers de téléspectateurs et c'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver sur votre plateau. Nous sommes au mois de mars et nous savons que le mois de mars est consacré pour la célébration des droits des femmes. Nous profitons de ce mois pour vous dire bonne célébration. Merci Joseph, merci, mais pour moi le mois de mars ou alors cette journée du 8 n'est pas forcément une fête parce que c'est une journée pour une remise en question chez les femmes qui voient leurs droits tout le temps bafoués. Bon, mais certaines pensent que les festivités sont mieux. Pour moi, ce n'est pas trop une journée de fête, mais merci. Je le reçois à cœur joie. Tout au long de cette émission, vous aurez droit aux rubriques habituelles. Les métiers du droit qui feront un focus sur la fonction de procureur, ainsi que historique juridique qui va vous parler d'un instrument que l'on utilise généralement dans les cours de justice et les tribunaux. Mais avant, marquons une pause et retrouvons-nous tout à l'heure. Construisez, avez de la famille, vous faites des affaires en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, plus aucune raison de ne pas respecter vos engagements. La forme Transport Inter, votre partenaire de confiance pour tout transport de colis, véhicules, machines de toutes sortes et conteneurs. Et après tu vas là-bas, tu récupères les papiers. Nous sommes plus économiques, rapides, efficaces, sécuritaires, car nous avons 2 envois minimum par mois, une récupération et une livraison à la destination de votre choix. Faisons une estimation gratuite. Un seul clic sur notre site internet ou un appel au 4x8 989 8837 et vos soucis de shipping ne seront que de vieux souvenirs. La forme Transport Inter, la référence intercontinentale en termes de shipping, car nous connectons le Canada au Cameroun. Retour sur le plateau de Convergence Télévision. Nous parlons aujourd'hui des régimes matrimoniaux et de leur implication en matière d'immigration. Maître Sophie Tiemani, la première question que nous voulons vous poser est celle de savoir, c'est quoi un régime matrimonial et combien de types de régimes avons-nous en droit? Oui, Joseph, c'est quoi le régime matrimonial? C'est le statut qui gouverne les intérêts pécuniaires entre les époux dans les rapports entre eux, dans leur rapport avec les tiers, et dont l'objectif est de régler le sort des biens pendant la vie du mariage et même à la dissolution de celui-ci. Il existe 3 types de régimes matrimoniaux. Il en existe donc 3 régimes matrimoniaux. Nous avons le régime de communauté de biens. Il faut déjà rappeler que ces appellations-là varient suivant les législations. Donc nous avons le régime de communauté de biens, le régime de séparation de biens, le régime légal de société d'acquêt ou de meubles, communauté de biens meubles et acquêts, ou de communauté réduite aux acquêts, ou de communauté de participation aux acquêts.
Donc, avant le mariage et conformément en respect au principe de la règle de la liberté des conventions matrimoniales, les époux se doivent de faire un choix entre ces différents régimes matrimoniaux que nous avons préalablement cités, ce qui permettra de régir la situation de leurs biens et pendant leur vie ensemble et à la dissolution si cela arriverait. C'est vrai qu'en général, lorsqu'on parle de régime matrimonial, le commun des mortels voit tout de suite le régime polygamique ou le régime monogamique. Mais là, vous avez très bien expliqué cela. Nous allons continuer en cherchant à savoir, est-ce qu'un régime matrimonial peut changer en cours d'exécution? C'est-à-dire, pendant que le mariage est en train d'être consommé, est-ce qu'on peut changer le régime matrimonial? Est-ce que est-ce que le régime matrimonial est malléable? Est-ce qu'on peut changer en cours d'exécution? Est-ce que lorsque les époux ont pris le soin de choisir peut-être la communauté, ils peuvent encore modifier peut-être en séparation ou bien en société d'accueil? Je dirais d'emblée que le contrat de mariage ou alors le régime qu'on aura choisi, dans le contrat de mariage, est un type particulier. Le contrat de mariage est un type particulier en ce sens que il est immuable, il est irrévocable, le contrat de mariage. Donc une fois que les époux ont choisi un régime précis, ils ne peuvent pas comme ça sur un coup de tête décider de le changer. Je prends un exemple. Si les époux ont à la base de leur mariage un contrat sous le régime de communauté de biens et que durant la vie, durant le mariage, les affaires de l'un ou de l'autre, peut-être disons le monsieur, parce que généralement on voit toujours que c'est le monsieur qui se donne plus, si les affaires de monsieur sont très très florissantes et qu'il craint que demain la communauté des biens ne soit impactée dans la mesure où il tomberait par exemple en faillite. J'ai dit n'importe quoi, je ne sais pas ce que je souhaite à un couple. Mais si le mari se rend compte que non, je fais des affaires et que demain mes affaires peuvent chuter, on ne sait jamais, ce régime de communauté peut être impacté. Donc nos biens peuvent être impactés parce qu'il faudra régler les créanciers. Pour éviter donc ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer les biens. Il faut que ils soient sur un régime séparé. Ce qu'il leur reste à faire, c'est de divorcer. Parce qu'en divorçant, automatiquement, il faudra dissoudre ce régime-là. Ils divorcent et ils se remarient maintenant sur de nouvelles bases. Nous comprenons donc par ces explications que la seule façon de changer un régime matrimonial, c'est de passer par le divorce. Mais la question qui nous vient encore en tête, c'est de savoir, est-ce qu'un couple qui est marié, normalement, et qui a des problèmes avec son régime matrimonial parce qu'ils se disent leurs intérêts seront bafoués à cause d'un régime matrimonial, est-ce qu'ils peuvent décider de divorcer afin de revenir se marier? Est-ce que cela est prévu par le droit? Est-ce que la loi le permet de divorcer à midi pour revenir se marier à 13h? Vous avez d'abord posé la question de savoir est-ce que la loi le permet de divorcer le matin et revenir se marier le soir? Eh oui, la loi le permet. C'est pour cela que sous certaines législations, même la procédure de divorce est un peu complexe. On procède d'abord par la conciliation et autres. On donne le temps parce qu'on se dit, à tout moment, comme vous êtes en train de vous déchirer là, vous pouvez vous remettre encore ensemble. Maintenant, à la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de contourner la loi? Je dirais non. Tu profites simplement d'une porte que la loi t'a ouverte. Tu n'es pas en train de contourner la loi. Non, pas du tout. C'est justement dans l'intérêt du ménage que tu te trouves en train de le faire. Donc, je ne trouve pas que ce soit interdit ou alors qu'il ne faille pas le faire ou alors que ce n'est pas très moral de le faire. Non, je ne le pense pas. Je crois que c'est même dans l'intérêt de ce couple. Alors, est-ce qu'on peut avoir un mariage où il n'y a pas de régime matrimonial qui soit spécifié dans l'acte de mariage? Oui. Vous n'allez pas me dire que ça va sortir un peu du contexte ou alors de l'ordinaire. Non, ça ne sort pas de l'ordinaire. Peut-être en Europe, là-bas, ça sortira de l'ordinaire, mais en Afrique, c'est ce qu'on vit tous les jours.
nous n'avons pas toujours la notion de contrat de mariage qui est un préalable parfois au mariage. Si on veut organiser ses biens, si on veut régir d'une certaine manière ses biens, cela doit se faire avant le mariage et pas devant notaire, parce qu'il faut préciser qu'un régime comme ça, on s'assoit, on prend un bout de papier, on écrit, c'est-à-dire sous seing privé, il est nul, ce régime-là. Donc, il n'existe pas, en fait. Donc, on a des cas où on se marie, justement, le mariage est régulier, c'est clair, les époux sont ensemble, mais à la base de leur union, il n'y a pas de contrat de mariage. Et dans ce cas-là, s'il faudra régir le sort de leurs biens, que ce soit pendant ou alors à la dissolution, généralement c'est à la dissolution que cela se fait ressentir, c'est le régime matrimonial légal qui sera appliqué, c'est-à-dire celui de la société des acquêts, celui des meubles et acquêts, celui de communauté réduit aux acquêts ou alors de participation aux acquêts. Donc si tu n'as pas participé, tu ne peux pas prouver que tu as fait quoi que ce soit, alors tu n'as droit à rien. Donc c'est le régime légal qui s'appliquera en ce moment-là. Très souvent dans les milieux juridiques, dans les palais, dans les cours de justice, on parle de dol. C'est quoi le dol en droit? Expliquez-nous un peu cette notion. Alors, c'est quoi le dol? Le dol est une manœuvre frauduleuse dans le but de tromper, dans le but de déterminer l'autre de manière très très frauduleuse à donner son consentement dans un acte juridique. Maintenant, est-ce que le dol est-ce qu'on peut dissoudre un régime matrimonial pour dol? Là encore, ma réponse sera un peu mitigée. Oui et non. Dans la mesure où le consentement est un des éléments probants, un élément important dans la validité de l'acte de mariage. Dans la mesure où le dol est un élément déterminant. Le consentement, pardon, dans le cas où le consentement est un élément déterminant pour la validité de l'acte de mariage, ce consentement doit être éclairé. Ce consentement doit être volontaire, ça doit être indépendant, libre de toute violence, de quelque nature que ce soit. Quand il y a donc dol, le consentement est donc vicié et par conséquent, le mariage peut être annulé. Or, si on annule déjà le mariage, à la base, le contrat ou alors le régime matrimonial là n'a plus lieu d'être et en ce moment-là, on pourra dissoudre le régime matrimonial. La deuxième hypothèse, c'est que le dol sied seulement dans ce contrat-là et que le mariage même en lui-même ne souffre de rien. Le mariage, tous les éléments, toutes les formes régulières ou alors tous les éléments qui pourraient valider un mariage sont réunis. Le mariage ne souffre donc de rien. Alors, en ce moment-là, on ne peut pas dissoudre le régime matrimonial pour dol. Comme je vous l'ai dit, c'est un contrat particulier qui est en principe immuable. Nous allons marquer une pause dans cet entretien pour introduire la toute première rubrique. Celle-là, elle s'intitule « Les métiers du droit ». Aujourd'hui, nous faisons un focus sur la fonction de procureur. Procureur de la République ou procureur de la Couronne, c'est la même chose et nous allons voir c'est quoi cette fonction, à quoi est-ce qu'elle renvoie. Retrouvons-nous tout à l'heure. Dans les milieux de la justice et même ailleurs, les expressions telles saisir le procureur, le bureau du procureur, l'enquête du DPCP sont très fréquentes. Mais en fait, c'est quoi les fonctions du procureur? Quelles sont ses prérogatives? Comment le devient-on? Et y a-t-il une immunité absolue liée à cette fonction? Le procureur est un professionnel du droit en charge du ministère public. Il est aussi appelé l'avocat de la société dans la mesure où, devant les cours de justice, il défend les intérêts publics et poursuit tout contrevenant. Au Canada, on parle de procureur de la Couronne. Il est un avocat du gouvernement qui poursuit les causes criminelles au nom du ministère provincial ou fédéral.
d'entrée de jeu, il faut noter que le système juridique canadien est fondé sur une combinaison de common law et de droit civil. Cela ne date pas d'aujourd'hui, ça date du 17e, 18e siècle. Lorsque les explorateurs et les colons sont arrivés en Amérique, ils ont importé leur héritage, le système juridique de leur pays, donc les systèmes anglais et les systèmes français. Le procureur de la couronne, donc, c'est d'abord un avocat qui agit dans les poursuites criminelles, qui instruit donc des dossiers en matière criminelle au nom de l'État, au nom donc de la société canadienne, québécoise, pour l'intérêt général, pour l'intérêt public. Donc, dans un dossier où le procureur de la couronne intervient, c'est d'abord l'intérêt de la société qui est en jeu et non seulement l'intérêt de la victime. Donc, le procureur de la couronne est d'ailleurs considéré comme le représentant de la justice. Il représente quoi? Il représente le gouvernement fédéral ou provincial. Et son travail, ça consiste à mener des poursuites criminelles au nom de la société en présentant une preuve permettant d'établir la culpabilité d'un accusé. Donc, en raison de la présomption d'innocence, ce n'est pas à l'accusé de prouver son innocence, c'est plutôt au procureur de la poursuite, au procureur aux poursuites criminelles et pénales, de prouver que l'accusé est coupable, de sorte qu'il ne reste aucun doute raisonnable dans l'esprit du juge ou des jurés. Le procureur dans un procès a donc en face de lui les avocats et leurs clients, mais aussi et surtout le juge dont la décision est basée sur l'intime conviction. Cette dernière se fonde à travers les débats contradictoires sur la cause, tout en tenant compte des réquisitions du procureur. On entend par réquisition du procureur les orientations motivées, les volontés de l'État face à une cause sur laquelle doit se prononcer le juge. Dans le droit francophone en application en France et dans la majorité des pays africains, les procureurs sont des auditeurs de justice sortis des écoles de magistrature après des études universitaires en droit. Ces magistrats sont nommés par décret présidentiel pour servir tant au parquet pour la magistrature debout qu'au siège des tribunaux pour exercer la magistrature assise. Au Québec et au Canada, même si les prérequis juridiques sont similaires à ceux du droit francophone, le chemin qui mène à la fonction de procureur est différent. De ce qu'on vient de dire, à travers l'histoire, vous avez probablement pu déduire qu'il n'y a pas au Canada un système d'alternance de fonction ce qui est similaire au droit francophone. Par contre, ce sont des avocats expérimentés qui deviennent plus tard des juges, parce qu'on est davantage dans un système de professionnalisation et non de spécialisation. Premièrement, il faut avoir un diplôme universitaire en droit, un baccalauréat en droit qui est l'équivalent de la licence dans le système français ou francophone. Il faut avoir été à l'école du barreau, le deuxième point, pour faire la profession, une formation professionnelle d'avocat qui est de 4 à 8 mois. Ensuite, il faut avoir réussi les examens de sortie de l'école du barreau. Après, nous avons un stage. Le stage d'avocat est habituellement d'une durée de 6 mois. Donc, lorsqu'on a réussi son stage, on peut être assermenté comme avocat par le barreau du Québec. Et par la suite, comme prérequis aussi, ça peut être utile d'avoir pratiqué le droit criminel pendant quelques années, que ce soit en pratique privée ou peu importe, ou de détenir une maîtrise spécialisée en droit criminel que certaines universités offrent. Ça, c'est les prérequis. Deuxièmement, il y a une question de qualification, un processus de qualification qui s'impose lorsqu'on veut recruter des procureurs. Donc, il y a la première étape qui on fait un appel en fait à des profils spécifiques. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir de l'expérience minimale en droit criminel, premièrement. Deuxièmement, il y a des critères, après avoir réussi ou satisfait à ces critères d'admissibilité, il faut franchir donc avec succès les évaluations qui sont un peu prévues. Donc, ces évaluations permettent de constituer une banque de candidats, de personnes qualifiées. Tout candidat, évidemment, doit consentir également par écrit à une enquête d'habilitation sécuritaire. Donc, c'est pour démontrer que on a une question de moralité, les antécédents judiciaires, que tout ça, c'est OK. Donc, puis à toute étape, donc une candidature peut être rejetée. Donc, lorsqu'on a réussi toutes les prérequis et qu'on a réussi toutes ces étapes, donc les examens, les habilitations et admissibilité, là, on fait partie d'une banque de postes. Une banque qui sert à des postes éventuels. Donc, lorsque le gouvernement décide de recruter, il va aller dans cette banque parce qu'il sait que dans cette banque, c'est figurent des personnes qui ont le profil qu'il faut et qui ont déjà passé toutes les étapes. Ici comme ailleurs, la fonction de procureur est reliée au ministère de la Justice qui peut orienter ses positions, demander des engagements ou instruire des poursuites. Le procureur rend donc compte des avancées ou blocages des dossiers au ministère de la Justice.
pour certains, cette dépendance d'un maillon essentiel de la justice au pouvoir exécutif fragilise le pouvoir judiciaire. Que non, car en fait l'indépendance de la justice est en réalité incarnée par le juge. Lui, il rend des décisions sur la base de l'esprit de loi, la lettre de la loi, les débats contradictoires et son intime conviction. Bien que proche des palais, le procureur n'est pas au-dessus de la loi. Il peut donc se retrouver dans le box des accusés en cas de manquement grave. Premièrement, les procureurs de la couronne bénéficient d'une immunité dans l'exercice de leur travail. Ça, c'est la Cour suprême qui a décidé ça, donc c'est une immunité jurisprudentielle. Un procureur de la couronne ne peut donc pas être poursuivi au civil, c'est-à-dire par exemple en dommage à intérêt, par exemple, parce qu'il n'a pas porté d'accusation dans un dossier, à moins de démontrer une intention malveillante dans la conduite d'un procès, comme quelque chose d'extrêmement grave et conscient. Donc, c'est rare quand même. Mais bon, en dehors de son milieu de travail, évidemment, le procureur de la couronne, c'est une personne comme tout autre. Donc, il peut être poursuivi et condamné à payer des dommages à intérêt dans toutes sortes de litiges de nature civile. Procureur de la couronne ou procureur de la République, la fonction reste la même et les critères connus. Compétence, abnégation, loyauté et diligence. Joseph Tiernomeni, Convergence Télévision. Recharge téléphonique. NDC Financial Services lance son nouveau service de recharge téléphonique au travers du monde. Nous fournissons désormais des services d'appel internationaux partout dans le monde aux tarifs les plus abordables. Recharge Raza. Rechargez votre téléphone pour vos appels directs en toute rapidité et sécurité. International Top Up. Envoyez du crédit téléphonique à la maison et payez de chez vous. Faites dès aujourd'hui des appels de haute qualité avec Raza partout dans le monde pour aussi peu que 4 sous par minute. Aidez un proche en lui offrant du crédit de communication. Rechargez le compte téléphonique de votre famille ou vos amis n'importe où dans le monde. Entrez vos informations, sélectionnez le mode de paiement et votre recharge est envoyée. NDC Financial Services, désormais leader dans le transfert de crédit en ligne. La fonction de procureur de la République ou procureur de la couronne, un métier exaltant mais demandant. Retour ici sur le plateau de Convergence Télévision. Nous allons continuer notre entretien avec Maître Sophie Timani. Elle est avocate, diplômée en droit international. Elle nous répond depuis Douala au Cameroun. Nous sommes en duplex. Nous allons continuer avec cette question, Maître. Est-ce qu'un conjoint qui a commencé une démarche de divorce dans un pays peut aller continuer cette démarche de divorce dans un autre pays? Je prends un exemple banal. Une femme qui est au Rwanda, à Kigali, et qui commence une action de divorce au Rwanda, elle émigre au Canada. Est-ce qu'elle peut demander, ou alors cette demande de divorce peut prospérer au Canada? Est-ce que les autorités judiciaires du Canada peuvent prononcer ce divorce? Question très pertinente, Joseph, et dont beaucoup d'immigrés font face régulièrement dans le monde. Est-ce que cette Rwandaise-là, partie du Rwanda, où elle a engagé une procédure de divorce avec son mari forcément rwandais, et qui se rend à Montréal, peut achever sa procédure de divorce à Montréal? Je dirais d'emblée non. Pourquoi? Parce qu'une fois que la procédure a commencé là-bas, elle devrait s'achever au Rwanda. Maintenant, elle est partie à Montréal, où l'État ne connaît pas qu'elle a engagé une procédure de divorce au Rwanda. Elle veut engager ça là-bas. Est-ce qu'elle peut valablement le faire? Non. Tout simplement parce que la règle qui régit le conflit de compétences voudrait qu'en cette matière, la juridiction compétente soit celle du domicile commun. Soit celle du domicile commun. À défaut du domicile commun, ça doit être la loi nationale des parties. Et à défaut de la loi nationale commune, c'est la lex fori, c'est la loi du fort, donc la loi de la juridiction qu'on aura saisie. S'il faut appliquer donc la règle au cas d'espèce, est-ce que le domicile
à Montréal est commun. Nous sommes tous d'accord que non. Elle est à Montréal, son mari est au Rwanda. Le domicile n'est donc pas commun. Ça veut donc dire qu'on écarte déjà cette règle. À défaut de cette règle, c'est la loi nationale qui s'applique. Cette loi nationale-là, elle est rwandaise, son mari est forcément rwandais. Prenons l'exemple où son mari est rwandais. Il est rwandais, ça veut donc dire que c'est la loi rwandaise qui s'applique. Ça veut donc dire que c'est au Rwanda qu'on devra acheter cette procédure. Et même si pas extraordinaire, la juridiction de Montréal parvenait à recevoir sa demande, il faudrait encore que le requérant ait ordinairement séjourné sur le territoire là pendant au moins 10 mois. Il faudrait que le requérant ait préalablement fait ça. Et même si cette condition-là était remplie, il y a encore risque de litispendance. La juridiction est déjà engagée ailleurs. On engage une autre ici, peut avoir contrariété dans les décisions. En ce moment, la juridiction canadienne, la juridiction de Montréal, devra renoncer, devra se déclarer incompétent au bénéfice de l'autre juridiction qui est au Rwanda et qui est même à même de mieux trancher ce litige-là par rapport à elle. Donc, elle ne peut pas saisir, son action ne peut pas prospérer à Montréal. Alors, comment est-ce que le droit international concilie les exigences d'un pays d'accueil avec les restrictions des actes d'état civil émis par des pays d'origine? Je prends un exemple. Vous êtes polygame, vous êtes marié en Afrique et vous immigrez au Canada ou alors en Europe, n'importe où. Comment est-ce que le droit international fera pour sortir une certaine symbiose entre les actes qui ont été posés dans votre pays et les régulations ici au Canada? Tu l'as très bien dit, Joseph. Comment est-ce qu'ils peuvent concilier? C'est connu en Afrique. Le système, on ne va pas dire le régime, on doit dire ici le système polygamique. Parce que comme je vous ai dit, le régime c'est plutôt un statut pour réglementer les biens. Par contre, le système, comme on a dit, on va voir le système de polygamie, on va voir le système de monogamie. Donc, il s'agit d'un système. Maintenant, les législations européennes ne connaissent pas le système polygamique. Par contre, le système monogamique, oui. Alors, les couples qui partent d'ici et qui se retrouvent là-bas, vous l'avez dit, ils ne peuvent même pas déjà y arriver avec ce statut-là. Ce n'est pas possible parce qu'ils ne connaissent pas de la polygamie. Et comme c'est un élément d'ordre public dans leur législation, c'est d'ordre public. Ça veut dire, et quand un élément est d'ordre public, aucune loi, rien ne peut y déroger. En ce moment, ils ne le connaissent pas, mais seulement pour essayer de pallier à ça, les législations là-bas connaissent ce qu'on appelle l'union de fait. Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ce couple-là ne sont plus mariés parce qu'on ne reconnaît pas leur acte de mariage. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent en union de fait. Cool. Suivant les explications que vous êtes en train de donner, un polygame qui migre en Occident ou en Amérique, s'il a deux femmes, il y a une qui sera conjointe de fait et l'autre sera femme mariée, quoi. Alors, dans ce cas, est-ce que la femme qui n'est pas reconnue comme étant mariée a la possibilité de demander le divorce alléguant le fait que ces droits sont bafoués par cette immigration? Comme vous disiez, une ne peut pas être en union de fait et l'autre mariée. Non. Une ne peut pas être en union de fait et l'autre mariée. Il n'y a pas de mariage en fait. Et maintenant, lorsque tu demandes si une de ces femmes, parce qu'on ne peut pas dire conjointe, puisque le terme là-bas ne devrait plus, n'a pas sa place, si une des conjointes peut solliciter le divorce parce que ses droits ont été bafoués par ce système-là qu'on ne reconnaît pas, non plus. Elle va demander le divorce comment? On ne peut pas solliciter qu'il soit mis fin à quelque chose qui n'existe pas. Puisque ça n'existe pas. Dans leur législation, ça n'existe pas. Donc, tu ne peux pas dire que je viens divorcer, alors que le mariage là même n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ceux-là, je ne sais pas, ils ont la procédure, comment ils ont même d'abord fait pour monter, chacun est monté sûrement sur un autre statut que celui de marié, forcément. Bon, maintenant, où il vit en union de fait,
Ou alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà 2 femmes. Peut-être il s'entend avec une. S'il veut absolument avoir le statut d'époux, il s'entend avec une et il l'épouse. C'est risible, ce n'est pas très beau. Mais voilà encore c'est à quoi les femmes sont victimes aujourd'hui. Vous voyez un peu, pendant que les hommes ou les femmes ont le pouvoir de se marier, de se mettre ensemble et qu'on reconnaît dans la législation là-bas, un homme qui a 2 femmes, c'est pas possible. Bon, c'est pourquoi je ris. Parce que c'est un peu absurde. C'est un peu absurde. Et contre nature même, en fait. C'est un peu absurde. Le droit est tellement compliqué qu'il faudrait beaucoup l'expliquer pour mieux le comprendre. Alors, y aurait-il une forme d'harmonisation du droit entre les différents États, surtout en ce qui concerne les actes d'état civil comme le mariage, le divorce? Harmonisation juridique, je dirais encore, quelque part, est-ce qu'ils le pourront? Comme je vous l'ai dit, la loi internationale, c'est pratiquement la même chose partout, mais il y a des petites spécificités. Maintenant, harmoniser, ce n'est pas toujours évident parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, au Canada, on reconnaît, c'est la monogamie. En Afrique francophone, la polygamie est reconnue. Et pourtant, ce n'est pas reconnu là-bas. On appelle même ça la bigamie. Ça entre dans le registre de la bigamie, sous ces cieux-là, qui est une entrave grave à l'ordre public. Donc, uniformiser dans parce que les francophones, ou alors l'Afrique francophone, ou alors qu'au Canada, il y a des francophones, il y a des anglophones, et que ce serait facile d'harmoniser. Pas forcément, parce que ce serait en fonction des cultures. Tout comme je vous l'ai dit encore aujourd'hui, dans les dispositions testamentaires, dans la législation canadienne, on ne connaît pas ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Et pourtant, dans la législation en Afrique francophone, tu ne peux pas léguer la réserve héréditaire. Elle est réservée uniquement aux héritiers réservataires. Donc, voilà autant de contradictions qui n'est pas toujours facilement malléable. Donc, il serait vraiment difficile d'harmoniser le droit dans ce sens-là. Très intéressantes toutes ces explications que vous êtes en train de donner. Nous allons marquer une seconde pause dans cet entretien pour introduire la rubrique historique juridique. Et là, dans cette rubrique, nous allons découvrir un élément, un instrument que l'on utilise généralement dans les cours de justice et les tribunaux, c'est le marteau du juge. Voici historique juridique. L'image est bien connue, celle d'une autorité usant d'un petit marteau lors des délibérations. Dans les assemblées nationales, les sénats, les congrès, cet instrument est généralement utilisé par le président des séances pour marquer son autorité. Mais dans les cours de justice aussi, le marteau du juge, appelé ici gavel, joue un rôle important, a une signification et une histoire. Lors des audiences en cours, le gavel symbolise l'autorité qui fait respecter les lois et règlements. Le juge président, pour signifier l'ouverture ou la clôture d'un procès, frappe le gavel sur sa base et fait retentir le coup de gong qui sonne la décision finale. Plusieurs autres professionnels du droit utilisent le gavel pour manifester une décision. Ainsi, dans le droit francophone, les commissaires-priseurs, encore appelés huissiers de justice, en charge d'exécution des ventes aux enchères publiques, utilisent le gavel lors de l'adjudication aux fins de clore des enchères sur un article. L'histoire nous enseigne que le gavel est d'origine américaine et son apparition remonte au XVIIIe siècle. Selon des sources concordantes, cet instrument a été utilisé par les francs-maçons pour présider une réunion et représenter l'autorité. Le marteau symbolisait alors le pouvoir de contrôler et de finir un travail, une construction. J'avoue qu'avant cette rubrique, je ne savais pas que ce marteau s'appelait le gavel. Très belle illustration. Nous continuons notre entretien avec notre avocate, Maître Sophie Timani, pour poser la question de savoir quelle est la place ou l'implication des enfants dans un régime matrimonial. Je dirais, je vous ai dit tantôt que le régime matrimonial
régit les intérêts pécuniaires entre les époux, dans leurs rapports entre eux, dans les rapports avec les tiers, le sort même de ces biens pendant le mariage et à la dissolution du mariage. Vous voyez donc, ça ne porte que sur les biens. Ça ne réglemente que les biens, ça ne gouverne que les biens. Maintenant, quel impact sur les enfants? Aucun, à moins que vous vouliez faire des enfants des biens. Donc, le régime matrimonial n'a aucun impact sur les enfants. En cas de litige dans un couple distancé par l'immigration, la garde des enfants revient-elle forcément au conjoint qui vit avec ses enfants? Ou alors, la garde partagée peut-elle se faire entre deux océans? Donc, prenons le cas d'un couple français. Un couple français qui est en instance de divorce, qui a des enfants et dont l'un des conjoints, disons l'époux, est parti à Montréal. Il est allé à Montréal, l'épouse est restée à Paris avec les enfants. Est-ce que la juridiction française qui est en train de connaître de l'affaire pourra autoriser une garde alternée? C'est ça qu'on appelle également la garde partagée. Est-ce qu'elle pourra accorder une garde alternée aux parents pour ces enfants-là? Donc, nous dirons que la garde partagée d'abord permet de partager, comme son nom l'indique, le pouvoir parental, la puissance parentale entre les parents. Maintenant, pour que ce soit possible, on tient compte de l'intérêt des enfants. Et davantage, pour que cela se fasse, il faut déjà que le couple qui est en train de se séparer ne soit pas toujours prêt à se regarder en chaîne de faïence, que la communication soit facile, que lorsque l'un va remettre l'enfant à l'autre, que ce soit avec toute la courtoisie et que l'enfant n'en soit pas frustré. Ça, c'est de un. De deux, est-ce qu'il y a une certaine proximité entre le père et la mère, donc de leur domicile, quoi? Sinon, ça devient compliqué. S'il faut traverser les océans pour aller retrouver son père et traverser le soir pour aller retrouver de l'autre côté, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Ce n'est même pas possible. Ça ne sied pas. Donc, la garde alternée ne sied pas. Ça ne marche pas toujours lorsque les parents ont une très grande distance entre eux. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? La garde reviendra à celle qui a l'habitude de rester avec les enfants. Encore comprenons aussi qu'on dirait des emplois de temps des uns et des autres. Qu'est-ce que l'autre fait? Quelle est sa disponibilité? Est-ce que les enfants sont en sécurité? Est-ce qu'il est mieux encadré? Si les enfants ont toujours été donc avec la mère, je dis n'importe quoi, alors c'est elle qui aura la garde de l'enfant. On ne parlera pas de garde alternée. Non, c'est impossible. Dans les océans ne permettent pas ça, c'est un frein. Alors, on va retenir que pour qu'il y ait garde des enfants, il faudrait d'abord que l'intérêt général de ces enfants soit mis en avant. Toute bonne chose ayant une fin, c'est ici que prend fin cette émission de Angle 3 du mois de mars. Nous aimerons bien continuer, mais nous n'avons plus assez de temps. Nous allons dire merci à notre avocate, maître Sophie Tiemani. Merci pour toutes ces explications. Nous espérons vous retrouver très bientôt lorsque nous allons produire l'émission du mois d'avril. Merci Joseph, et ce sera avec beaucoup de plaisir que je me retrouverai à nouveau avec vous. Bonne journée. Bonne journée Joseph. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir accordé votre confiance tout au long de cette émission. Le prochain rendez-vous est pris pour le mois d'avril. D'ici là, portez-vous bien et restez sur les programmes de Convergence Télévision, La Voix de l'Afrique en Amérique. Bonsoir.